Le sport et les activités pleine nature connaissent une progression régulière. Amusement, bien-être, goût de l'effort ou performance, les raisons sont multiples. L'avènement de la Société des loisirs a favorisé leur pratique, seuls, dans des clubs sportifs, des associations ou bien lors de vacances. La Corse est un terrain de jeu idéal. Économie s'intéresse ce mois-ci au sport et aux loisirs. Ces marchés représentent 2% du PIB, la richesse nationale produite. Des entrepreneurs insulaires se sont positionnés sur ce secteur en croissance constante ces dernières années, un secteur fortement influencé par la saisonnalité, la fréquentation touristique sur l'île. Nous sommes ici à Vite-Savone, sur l'un de ces parcs Acrobranche, l'un de ces équipements de loisirs construit ici et géré par la société Corsicanadour. Frédéric Fraisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs et dirigeants de cette entreprise. Comment s'est créée cette entreprise ? Cette entreprise s'est créée avec la passion de deux amis, passion de la montagne. Donc on est tous les deux accompagnateurs en montagne. Donc on a créé première action on voulait emmener des gens en montagne, donc de la randonnée. Donc on a créé cette entreprise avec une habilitation tourisme et ça nous a permis de développer des séjours de randonnée. Et puis tout doucement, on a eu d'autres idées et en 2005, on a créé le parc acrobatique en hauteur de Vite-Savone. Et puis les choses ont continué avec d'autres activités, de la spéléologie, du canyon, de la via cordata et de la randonnée et du VTT. Est-ce que l'on peut vivre aujourd'hui de l'activité pleine nature en Corse pour une entreprise comme Corsicanadour ? Corsicanadour embauche, fait travailler 4 personnes à plein temps à l'année, 12 accompagnateurs pendant une durée saisonnière, 6 opérateurs en hauteur sur 3 mois de l'année, une personne responsable du parc sur 6 mois de l'année. Donc oui, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Après, pas tout le monde va y arriver, pas tous ceux qui sortent avec le diplôme vont y arriver, mais il y a une bonne partie qui peut y arriver s'ils se donnent les moyens. C'est un secteur qui, selon vous, a encore des potentiels de développement dans les années qui viennent ? On y a cru il y a 15 ans, aujourd'hui encore plus, parce que ça devient beaucoup plus ouvert l'activité. Donc oui, nous on y croit et puis on pense que avec les avant et les arrière-saisons qu'on nous annonce, je pense qu'on a toutes nos chances de continuer à grandir sur ces activités-là. Lorsque vous avez créé votre société, est-ce qu'il a été facile de monter son projet de chef d'entreprise, aller voir des banques pour avoir des investissements ensuite ? Aujourd'hui, notre seul crédit que l'on a réalisé pour notre parc aventure, ça a été un crédit de 150 000 € quand on a commencé à créer le parc aventure. Donc du coup, je pense que les banques, elles nous connaissaient, elles savaient qu'on était des gens sérieux et donc du coup, elles nous ont accompagnés. Mais je pense que c'est pas difficile d'investir dans un parc aventure, quoi. Que les banques vont pas avoir beaucoup de réticence sur ce secteur-là. Je pense que si on veut avoir des parcs beaucoup plus grands ou des ambitions beaucoup plus importantes, peut-être qu'on aura des contraintes. Mais aujourd'hui, tous les petits prêts qu'on a essayé d'avoir, nous, on n'a jamais eu de contraintes. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Alors les principales difficultés, c'est le lien avec le tourisme. Je dirais qu'aujourd'hui, on manque de vraies politiques touristiques qui nous permettraient d'avoir un étalement de saison assez important. Et donc, ça veut dire que si on a un étalement long, ça veut dire qu'on a des saisonniers qui pourraient devenir des salariés à l'année et qui nous permettraient d'avoir une entreprise beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable au long terme. Comme Corsicanadour, plusieurs entreprises et travailleurs indépendants sont implantés sur ce secteur des activités montagne. Depuis les années 80-90, elles se sont structurées et professionnalisées. Les formations sont exigeantes. Maya Gradiani et Marion Fiamme nous font découvrir d'autres structures dans le centre corse. Ils ont rencontré des candidats à ces métiers. Vous entendez le bruit ? Un bruit sourd. Ça fait pouf. Ça veut dire que c'est déjà en partie désagrégé. Aujourd'hui, c'est cours de géologie dans le Niolo. Ces stagiaires préparent le concours d'entrée au diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne. Une des 3 formations organisées par la Ligue Corse Montagne Escalade. Ce sont des examens très techniques, même quand on est aguerri, qu'on a participé à une formation, une sélection drastique. Le chef d'orchestre, c'est lui.
Paul-André Aquaviva est président de l'AS Niolu à Calagouche. En plus des accompagnateurs en moyenne montagne, il chapeaute des préparations aux formations de guides de haute montagne et de canyoning. Sur 200 ou 300 personnes qui vont se présenter au guide, l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui est à Chamonix, n'en retiendra que 50. Il en est de même pour le canyon. Nous présentons 12 personnes, mais seulement 12 personnes seront retenues au niveau national. C'est vous dire le niveau. Tous les ans, il y a énormément d'échecs. Et je serais très surpris que cette année, il n'y en ait pas. Il en faut plus pour décourager ce stagiaire, un passionné de montagne en reconversion professionnelle. Confiance, qu'il y en a beaucoup qui se font bouler après. Je pense qu'il y a de nombreuses ouvertures qui sont en train de se créer pour, dans la montagne corse en tout cas. Et j'ai pas de projet spécifique, mais bon, je sais qu'il y a déjà de l'emploi, il y a des demandes. Des gens viennent de nombreuses régions de France pour travailler en Corse. Donc je me dis pourquoi pas moi quoi. Ces formations sont financées par la collectivité de Corse à hauteur de 50 000 € pour les guides de haute montagne, 38 000 € pour le canyoning et 35 000 € pour les accompagnateurs de moyenne montagne. Pour les deux premières, les apprentis s'acquittent de droits d'inscription, mais pour nos aspirants accompagnateurs, la formation est gratuite car ils sont tous demandeurs d'emploi. Au programme, administration et gestion d'entreprise, langue corse et un panel de matières nature, cartographie et courses d'orientation, météorologie ou encore gestion de la forêt. On a beaucoup de documents, on doit prendre en compte plein de choses. Le problème de nos jours, c'est que sur ces forêts, on leur demande à la fois de produire du bois, à la fois d'accueillir des gens, à la fois de préserver la biodiversité. Donc eux aussi ont ce message à faire passer. La forêt est vraiment multifonctionnelle. Il y a une majorité d'acteurs qui viennent. On n'a pas tous les mêmes attentes en forêt. Le chasseur veut du gibier, le promeneur veut des paysages, le marchand de bois veut du bois. On va monter là, on va aller voir le peuplement juste au-dessus. Là. Comment mesurer un arbre avec 2 bâtons ? Pendant sa formation de STAPS, Nicolas n'apprenait pas ce genre de technique. Il voulait être professeur de sport et puis il a fait des saisons en Corse. Changement de cap. Pouvoir allier la passion avec le travail en fait. Pouvoir passer son temps en montagne et apprendre des choses et enseigner des choses aux gens, surtout à les gens qu'on va accompagner. Pour moi, c'est un métier vraiment de rêve. La passion, d'accord. Mais attention, l'activité reste saisonnière. C'est bien celui-là qu'on avait martelé. Pour notre jeunesse, c'est le message que j'essaie de transmettre. Ne pensez pas qu'avec un seul diplôme, vous allez vous en sortir. Il en faut plusieurs. Il faut du courage, de la persévérance. Ce n'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Mais c'est avec ça qu'on peut vivre heureux. Accompagnateur de moyenne montagne et escalade, secours en montagne, canyoning et kayak, sport pour tous, Paul-André Aquaviva accumule diplômes, brevets et agréments. Autant d'activités qu'il exerce dans le cadre associatif ou privé. Son souhait, que des jeunes prennent la suite. Mais pour le montagnard, il reste beaucoup à faire pour le développement du tourisme dans le rural. Ça va être de plus en plus difficile de générer une économie autour de ça. Il n'y a qu'à voir l'état de nos routes dans l'intérieur de l'île. On se piochera les Ostias. Si je prends un jeune accompagnateur qui veut s'installer dans l'intérieur, il ne bénéficie d'aucune aide, contrairement à un jeune agriculteur. Et ce sont des choses, des déséquilibres qui ne devraient plus exister. Moi, je me considère comme un agriculteur, mais au lieu d'avoir des oliviers, on cultive des touristes. On essaie de bien les cultiver. Jean-Christophe Bastiagne a fondé Interagorsa à Ponteleccia il y a 20 ans. Il s'est installé au village et travaille à l'année, un choix assumé et militant. Il est persuadé que la Corse pourrait devenir un Eldorado des sports de pleine nature en toute saison. Je dirais qu'il manquerait une offre d'hébergement ouverte à l'année. Après, oui, c'est le paradis, on est loin de rien. Donc, si on met en place des lignes aériennes du reste de l'Europe, on pourrait amener du monde toute l'année et se développer vers l'incentive qui serait une de nos niches de travail pour permettre d'étendre les saisons, en fait. Les séjours incentives, ce sont des séjours de motivation organisés par les entreprises et donc hors vacances scolaires. Une clientèle friande de sensations fortes, variées, mais accessibles. L'entreprise emploie 7 salariés à l'année.
Tous ont été formés pour encadrer une multitude d'activités. Un profil de couteau suisse trop rare sur le marché corse, car pendant la saison, les besoins en main-d'œuvre sont multipliés par 3. Alors, pour pallier les carences de recrutement, les professionnels du secteur planchent sur de nouvelles formations avec la collectivité de Corse. On est en train de travailler depuis maintenant 2 ans sur un diplôme pluriactif, donc de la montagne à la mer, pour les jeunes Corses. Et on peut spécialiser après pour du haut niveau, mais ce n'est pas la clientèle qui demande ça. La clientèle demande une activité sécurisée et facile. Donc on va s'orienter sur une formation dédiée à ces activités-là. Cette famille danoise termine son parcours de Via Ferrata, une vraie découverte, car chez eux les montagnes, ça n'existe pas. C'est elle qui a choisi, elle voulait vraiment faire une activité avec de l'escalade, donc elle a cherché et trouvé ça, et on s'est bien amusé. Pour entretenir le matériel et proposer de nouvelles activités à ses clients, l'entreprise investit 150 000 € par an. En pleine saison, chaque jour, des dizaines de personnes empruntent ces Via Ferrata. Dans les rivières, ils sont parfois des centaines. Une très forte demande qui attire de nombreux travailleurs indépendants, qu'ils soient insulaires ou de passage. La concurrence n'est pas un problème pour Jean-Christophe Bastiagne, mais il s'inquiète de la surfréquentation. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut peut-être dans nos secteurs d'activité faire des quotas pour protéger. Et c'est là-dessus que les entreprises qui sont pérennes et qui sont installées dans l'intérieur à toute l'année, elles militent pour qu'on fasse des quotas et qu'on ne soit pas des millions dans des sites de randonnée. Pour les protéger, c'est l'avenir, ça. Former des professionnels pour recruter local, limiter l'impact écologique des activités pour préserver l'outil de travail. 2 objectifs partagés par ces professionnels des sports de pleine nature avec une ambition, continuer à vivre de leur passion. Qu'il soit occasionnel ou régulier, le sport prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Quels sont les sports les plus pratiqués? Comment mesure-t-on l'importance qu'ils ont pris? Petit instantané avec vous, Dominique. En France, et donc en Corse également, le marché du sport est en plein boom. Les Français ont un intérêt de plus en plus marqué pour les activités physiques et sportives. Seulement 9% sont totalement réfractaires à l'effort physique. 64% des Français pratiquent une activité physique régulière. Dans le top 4 des activités pratiquées, on trouve tout d'abord la marche de loisirs. En seconde position, la natation de loisirs, ex aequo avec la marche utilitaire et enfin le vélo de loisirs. Autre indicateur intéressant, la vente des articles de sport. Ce marché connaît une croissance ininterrompue depuis 2010. Les Français dépensent en moyenne 253 € chaque année pour leur achat d'articles de sport. Et la croissance des ventes à destination des femmes démontre qu'il y a une féminisation de la pratique sportive. En 4 ans, de 2012 à 2016, le rayon sport-femmes a connu une croissance 2 fois plus rapide que celle de l'homme. Aujourd'hui, le poids du sport dans l'économie représente 38 milliards d'euros, dont plus de 16 milliards dépensés par les ménages. Ce marché du sport et des loisirs correspond à des changements profonds de nos modes de vie. Comment la Corse est-elle inscrite dans ces évolutions? C'est ce que nous explique Ludovic Martel, maître de conférences en sociologie à l'Université de Corse. C'est la question du temps libre qui se pose. Globalement, la moyenne consacrée au temps libre, c'est un peu plus de environ 10 heures par semaine. Alors évidemment, c'est globalisant avec des variations qui peuvent exister. Le sport représente 30% de ce temps libre. Alors ça, c'est en termes temporels. Économiquement parlant, on estime à 16 milliards les retombées chiffre d'affaires liés aux loisirs sportifs. Alors 6 milliards sur l'achat de biens et de prestations, comme un parcours à Corbranche par exemple, ou un baptême de plongée. Et puis les 10 milliards restants, on est sur l'achat de matériel, la location de matériel et la fabrication de matériel. Voilà globalement pour poser au niveau national ce que cela représente. Du point de vue de l'emploi, sur les services sportifs, on a environ 125 000 équivalents temps plein. Et localement, on a, alors chiffre estimé, on aurait 1100 éducateurs sportifs,
mais qui ne sont pas tous en activité. Et puis sur le secteur associé, tout ce qui est location, achat, fabrication, on aurait 500 équivalents temps plein. Là, les chiffres, à mon sens, mériteraient d'être un peu réévalués. Alors, au-delà de cette dimension statistique, comment se positionne la Corse sur ce type de marché du sport et des loisirs? Quelles sont les différentes activités proposées, que l'on intègre là-dedans, et comment les choses ont évolué ces dernières années? Alors il y a deux types d'économies. Il y a l'économie sociale et solidaire d'une part, qui va gérer une partie du loisir. Alors c'est ce qu'on trouve par exemple sur les clubs sportifs. Il y a 900 clubs sportifs sur la Corse avec 62 500 licenciés. D'une part, et puis après vous avez l'économie plus classique, j'allais dire, sur lequel vous allez trouver notamment tout ce qui est relatif au sport de nature, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, on a aussi un marché extérieur avec le tourisme et puis un marché local. Si on s'intéresse au côté fitness, par exemple, on est sur un marché local. Si on s'intéresse au sport de nature, on est sur du local et beaucoup sur de l'extérieur. Quelle est l'importance du sport nature ? Alors, le sport nature, au niveau européen, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est 5,6 milliards pour la France, à elle toute seule. C'est-à-dire que les Français sont de gros pratiquants de sport de nature. Alors encore ici, il y a des effets de catégorie. Il faudrait un petit peu affiner les choses. Avec une discipline phare qui est la randonnée. On est à 15,8 millions. D'abord des activités terrestres, surtout. Ensuite, on a le vélo. Ensuite, on a le VTT. On a le ski avec 5,4 milliards. Et la première activité nautique, c'est 5,3 millions, pardon, pas milliards, avec la voile, le paddle, planche à voile, etc. Alors la Corse, c'est un lieu idéal pour tous ces sports, que ce soit la montagne ou la mer. Alors, comment se sont développées ces activités-là ces 10, 15, 20, 30 dernières années? D'abord, ce qu'on peut dire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, c'est que la Corse est toujours en retard. C'est absolument pas vrai. Si je regarde les premières entreprises qui sont positionnées sur le secteur des sports de nature, c'est les années 90. Alors je ne les citerai pas, mais il y en a une en Haute-Corse, une en Corse du Sud. Des sociétés qui sont toujours pérennes, puisque je constate que 30 ans après, elles sont toujours là, qu'elles savent évoluer, s'adapter au marché. Globalement, si je compare avec ce qui s'est passé sur le continent, il n'y a quasiment pas de décalage sur le début d'une offre. Alors, le tourisme dans les années 90, c'est pas le tourisme qu'on connaît aujourd'hui en termes de fréquentation. Donc sur cet aspect-là, effectivement, on est plutôt dans la reproduction, entre guillemets, de ce qui se passe sur le continent. Sur tout ce qui est secteur fitness, qui est une grosse tendance, on est pareil, on n'est pas en décalage avec ce qui se passe sur le continent. La Corse est fortement impactée par la saisonnalité. Ça joue aussi sur ce type d'entreprise? Alors sur les sports nature, effectivement, on a fait une enquête avec le laboratoire il y a 3-4 ans. Donc moi j'avais spécialisé sur les saisonniers de sport de nature. Donc le premier constat, c'est qu'on a 64% de saisonniers qui viennent de l'extérieur. Donc ça pose la question de la formation localement ou de pourquoi pas l'emploi. Alors c'est pas une question qui est spécifique au sport de nature. On s'aperçoit sur les sports de nature qu'en fonction de l'activité, la saison elle est plus ou moins longue. Si je prends la randonnée, ça peut aller jusqu'à 5 mois. Si je prends le canyon, c'est beaucoup plus serré. On est plutôt sur 2 mois, même s'il y a des entreprises qui ouvrent un peu avant. La plongée, on est plutôt sur 3-4 mois également. Donc voilà, selon les activités, la saison est plus ou moins longue. Si on regarde le secteur de la rando, par exemple, on s'aperçoit maintenant que depuis une dizaine d'années, on a des professionnels qui se sont ouverts sur la raquette à neige. Quelque chose qu'on voyait quasiment pas, ou de façon très singulière et très exceptionnelle, il y a une dizaine d'années. Donc il y a une démarche des professionnels de s'adapter, de proposer de nouveaux produits. Et puis une autre tendance qu'on a sur la montagne, alors notamment depuis l'arrivée des guides de haute montagne, il y a une dizaine d'années maintenant, il y a des séjours qui sont proposés aux Corses à l'extérieur, ce qui est relativement nouveau, c'est-à-dire qu'on va chercher ces marchés à l'extérieur de l'île. Et là, on s'adresse du coup à une clientèle locale, ce qui était beaucoup moins perceptible avant. Et puis la voile, si je prends l'exemple de la voile, sur le domaine du nautisme, on a des saisons qui ne sont pas forcément des saisons, on a des salariés qui sont là à l'année, puisque alors c'est beaucoup plus compliqué économiquement parce qu'on est principalement sur de l'économie sociale et solidaire et sur de la vraie économie sociale et solidaire, parce qu'une partie des activités, elles sont tournées vers les scolaires de l'île, vers les gamins qui font du loisir ou de la compétition. Et là les budgets sont très compliqués et ils sont beaucoup dépendants de l'argent public. Si on parle des entreprises qui ne sont pas forcément sur l'économie sociale et solidaire, dans quelle mesure ce secteur d'activité est-il rentable? Alors en fait, localement, on estime à 50
à peu près les entreprises, je pense qu'il y en a un peu plus, 50 travailleurs indépendants. Alors sur les saisonniers, si je reviens dessus, on constate qu'on a des statuts très différents chez les saisonniers. On a des auto-entrepreneurs qui viennent du continent, qui parfois ont une société sur le continent et dont le marché, c'est très vrai en Canyon par exemple, dont le marché des 2 mois d'été en Canyon fait partie des prestations qu'ils vendent à l'année sur l'ensemble de leur entreprise. On a des contrats en CDD, saisonniers classiques, et puis on trouve aussi des saisonniers qui sont stagiaires en formation. C'est par exemple le cas en plongée. Voilà. Et puis vous trouvez également, alors on en voit un peu en voile en plongée, des gens qui sont en fin de formation sur des contrats pro, des contrats d'apprentissage. Si on regarde l'évolution des entreprises, alors il y en a un petit peu plus chaque année, pas énormément, mais un petit peu plus. Et elles sont relativement pérennes, on jugeait. Alors je reprends les exemples de ceux qui sont créés en 92, mais même ceux qui sont créés il y a une quinzaine d'années. Le site sur lequel on est, de mémoire, ça doit être à peu près ça. Il y a une quinzaine d'années, on voit bien que l'entreprise s'est développée et que ça peut fonctionner. Voilà. Mais c'est pas simple. Quelles sont alors justement, c'est pas simple. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les perspectives pour ces secteurs? Alors, la perspective, c'est en tout cas sur la question des touristes. Là, il y a une vraie prise de conscience, parce que la Corse, terre de sport de nature, dans les discours politiques des années 70, je l'ai retrouvé dans des vieux documents. Dans Autonomia d'Edmond Siméon, il est déjà question de développer ces aspects-là. On est en 2018. Donc là, il y a une vraie stratégie qui est en train de se mettre en place. Je pense notamment autour du plan montagne, avec le comité de massif qui est enfin mis en place. Donc ça, je pense que sur le secteur de la montagne, c'est une vraie dimension importante. Outil qui permettra aux entreprises de se positionner dessus, commercial ou... je pense. Et puis, du côté de l'ATC, je sais qu'on réfléchit aujourd'hui à un cluster autour des sports nature. Alors avec la Valence mer et montagne. Et tout ça, je pense, ce sont des éléments de l'action publique qui vont... permettre le développement des activités. Alors, il faut se poser aussi la question de la formation et de la ressource humaine. La force de la Corse, c'est d'être à la fois côté montagne et côté mer. De la voile à la plongée, en passant par le jet ski ou d'autres loisirs mécaniques, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Les activités commerciales ou associatives sont là aussi très influencées par la fréquentation touristique. Direction la base nautique de l'île Rousse avec Maya Graziani et Stéphane Lapera. Les grands, ils prennent des pagaies rouges, les plus petits, ils prennent des pagaies blanches. Michael Champelovier est responsable technique et chef de base du club nautique d'Île-Rousse. Fin des vacances de printemps, c'est la reprise pour ces collégiens avec 2 heures d'éducation physique et sportive. Au programme, kayak et révision des fondamentaux. Partez, direction cardinale. Devant. Comment ça, c'est quoi la cardinale? La cardinale, vous connaissez quand même. Oh les gars, oh. Sur l'eau, les élèves sont en binôme. Qualité requise, esprit d'équipe et coordination. Au secondaire, le cours est mené par le professeur d'EPS. Le moniteur de voile est là pour assurer la sécurité. Ce genre de séance, ça lui rappelle des souvenirs. Moi, j'ai fait mes premières armes ici, comme eux. J'ai attaqué à l'école avec le même système. Et après, je suis parti faire mes études un peu à Lyon, mais je suis revenu en passant un autre diplôme, un brevet d'État pour pouvoir encadrer. J'étais parti au départ plutôt sur de la plasturgie, mais j'ai un peu changé de domaine. Chaque année, le club accueille 1000 scolaires. Qu'ils soient au primaire, au collège ou au lycée, chacun a droit à 10 séances de voile. Être près de la mer, à 10 minutes d'un établissement scolaire et ne pas pouvoir pratiquer du kayak, ça serait un véritable crime. Donc non, je crois qu'on a une chance énorme. Les enfants ne le réalisent pas toujours, et surtout que malgré qu'on soit proche de l'eau, il y a des gamins qui éprouvent des difficultés avec l'eau, des sensations, des craintes, des appréhensions qui doivent être vécues et combattues. Donc c'est assez complexe, c'est assez intéressant aussi. Former des jeunes d'Île-Rousse à la voile, c'est le but premier du club nautique. Il est sous statut associatif comme la majorité des clubs de voile corse. Sur 24 structures affiliées, 3 seulement sont des entreprises. Pourtant, pour le directeur, les budgets ne sont pas à la hauteur et la Corse manque d'une réelle politique en faveur de la voile scolaire. Pour prendre le cas de la Bretagne, vous avez en général des politiques au niveau régional, départemental ou intercommunal qui permettent de financer les activités de voile scolaire. Donc pour vous donner un exemple, on monte jusqu'à 28 € par enfant pour une séance de voile, alors qu'ici, en général, on est plutôt aux alentours de 75 € par classe. Voilà, donc il faut bien trouver, à un moment donné, de l'argent pour pouvoir équilibrer les comptes.
Et c'est grâce à nos activités estivales qu'on arrive, et les subventions aussi, qu'on arrive à équilibrer notre budget à la fin de l'année, ou pas, parce que ce n'est pas toujours le cas. Pour atteindre l'équilibre financier, le club doit donc développer son activité saisonnière et proposer de nouveaux produits, comme la voile habitable, le stand-up paddle ou encore le paddle fitness. Mais les cours de voile traditionnels ont encore la côte. Ses grands-parents sont venus se renseigner pour offrir des cours à leur petite fille cet été. 170 € pour 6 séances. Lily pourra s'initier à la voile. Disons cher, disons que vu quand même le matériel, l'initiation, ça reste raisonnable quand même. Hein. Qui dit augmentation de l'activité, dit augmentation de la masse salariale. L'été, le club passe de 2 à 8 moniteurs. Le plus souvent, ce sont des étudiants formés ici, car la base nautique est aussi centre de formation. Michael, lui, est salarié à l'année. Si on faisait que de la saison, forcément, je ferais des saisons d'ici. L'été encore, c'est certainement l'hiver à l'étranger pour avoir quand même du soleil. Donc là, ça me permet d'avoir une vie familiale, d'avoir une totale complémentarité avec ça. Michael gagne environ 1 500 € net par mois. C'est moins que les salaires proposés par d'autres structures, mais avec moins de 200 000 € annuels de chiffre d'affaires, le club ne peut pas se permettre de payer plus. D'autant que l'activité est très dépendante de la météo. Par contre, la concurrence des autres structures qui proposent des activités nautiques ne les inquiète pas, bien au contraire. Je pense que c'est une synergie, puisqu'on est dans un monde maintenant où les gens ne font plus un seul sport. Donc ils vont pratiquer plusieurs activités pendant leurs vacances. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on ait un pôle avec plusieurs activités nautiques comme sur cette plage. C'est vrai qu'on voit des gens qui vont venir faire du paddle une journée, le lendemain ils vont aller faire du jet ski et puis la fois d'après ils vont faire de la plongée. À quelques mètres de là, des vacanciers s'apprêtent à prendre la mer. Bon, là je vous fais partir, vous partez bien entre les rouges et les bouées jaunes, jusqu'à la Cardinale. Anthony Mariagne et sa compagne Emeline Bornet dirigent une société de location de jet ski et bateaux à Île-Rousse. Titulaire d'un CAP BEP moteur marin, il s'occupe de la maintenance pendant qu'elle gère la vente. C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. J'étais en mer avec mon grand-père quand j'étais petit. Et après, j'ai développé ma base à partir de là, en 2004. J'ai commencé par le jet ski. Bon, c'est plus fun que les bateaux. Et ensuite, je me suis mis au bateau. Et le reste de l'année, je fais des entretiens bateau, gardiennage. Une double activité nécessaire car la base de location ne fonctionne que de mai à septembre. En pleine saison, elle dispose de 15 bateaux, avec ou sans permis, et 15 jet skis. Mais l'entreprise a diversifié son offre avec les bouées tractées et autres flyboards, des activités qui attirent la clientèle locale en avant-saison. On a une clientèle qui est quand même très différente sur les jets et sur les bateaux. Sur les bateaux, en général, c'est des gens qui veulent surtout découvrir un peu les paysages côté désert des Agriates, les petites plages accessibles que par la mer. Donc qu'ils aient des bateaux ou pas, on est surtout là pour les renseigner sur les endroits, pour leur expliquer un peu au niveau des itinéraires. Les jets, c'est encore une autre clientèle, c'est une clientèle beaucoup plus jeune. Ils veulent surtout s'amuser, profiter un peu des machines. Ce couple de touristes venus d'Orléans teste le jet ski pour la première fois. Venez vers moi, d'accord ? Coupez le moteur, je vous fais ça. Démarrer ça, c'est pas compliqué. Il me semblait qu'il fallait avoir le permis bateau et tout ça. Puis là, on a appris qu'on pouvait en faire sans permis, accompagné. Donc on profite. Et puis là, on est à la bonne saison, il n'y a pas trop de monde, donc c'est nickel. Pendant 2 heures, le couple aura profité. Sensation forte pour monsieur et paysage pour madame, le tout sous la surveillance de leur moniteur. Pour offrir ce service à ses clients, l'entreprise doit recruter et ce n'est pas si simple. Il y a 3 moniteurs plus des stagiaires. On a toujours eu du mal à avoir des moniteurs. Je sais qu'il y a une école qui s'est créée en Corse là, cette année, à Porto Vecchio. Donc peut-être que les jeunes d'ici vont pouvoir profiter comme moi de ce métier. Et les perspectives ne manquent pas. Avec ses 1000 km de côte et son emplacement privilégié au cœur de la Méditerranée, la Corse a de quoi attirer les amoureux de la mer. Des vacances au soleil et au bord de l'eau, c'est le souhait d'un Français sur 2. Les activités sportives ne se limitent pas à la mer et à la montagne. Bien-être, santé, culte du corps ou performance, ce secteur est marqué par l'engouement pour les salles de sport, franchisées ou indépendantes. Jean Sacu est l'un de ces indépendants.
Avec son épouse, il a ouvert sa première salle il y a 11 ans à Ajaccio. Préparateur physique du GFC à Volley, c'est un ancien sportif de haut niveau, vice-champion de France de karaté. J'ai vécu 20 ans de ma passion et ensuite j'ai développé derrière d'autres diplômes, d'autres formations. Et on est venu à créer sa propre boîte, je dirais, entre guillemets, donc la remise en forme. Alors la remise en forme, vous êtes indépendant, c'est une salle indépendante? Tout à fait. On est vraiment on est un club particulier. Voilà. On est privé, voilà. C'est nous qui avons créé notre club avec des fonds, je dirais, bancaires et des fonds d'investissement insulaires. Une salle comme celle-ci, c'est un investissement de quel niveau? Là, actuellement, l'investissement sur une salle de 900 mètres carrés qu'on a actuellement, il faut compter presque 1000 € du mètre carré. Donc voilà, un investissement, donc vous voyez le chiffre que ça peut donner. Donc au niveau matériel, vous avez quand même un investissement de 200 à 300 000 € d'investissement matériel. Et après, il y a tout le côté aménagement qui coûte très cher. Mais bon, la concurrence est là, hein. Il faut toujours aller de l'avant, je dirais. Cette concurrence, elle est notamment matérialisée par des franchises, des salles low cost qui ont fait leur apparition il y a déjà quelques années. Comment est-ce que des indépendants comme vous font pour se positionner? En fait, on se positionne par rapport à nos qualités de service, déjà. On vend des qualités de service que les low cost ne vendent pas, peut-être, donc, ou ne le font pas. Donc le coaching suivi, le programme personnalisé, voilà, sur des 6 semaines, 3 semaines, voilà. On essaie d'établir vraiment quelque chose qui soit différent du low cost, entre guillemets. Et l'avantage du low cost par rapport à nous, je dirais, comme ça on établit vraiment les 2 points, c'est que ce sont des grosses franchises. Donc c'est des investisseurs qui mettent en place vraiment des groupes dans la France, voire dans l'Europe. Nous, contrairement à eux, on établit vraiment le relationnel entre nos clients et voilà. Donc au plus près, au niveau local. Aujourd'hui, combien de personnes sont salariées dans cette salle et quelles sont vos perspectives? Actuellement, donc j'ai 6 salariés à plein temps. Voilà. Et après, j'ai des auto-entrepreneurs, donc qui viennent juste à la prestation de service. Donc c'est aussi intéressant parce que ces auto-entrepreneurs nous amènent une clientèle qu'on ne peut pas peut-être avoir, mais à travers eux, on gagne aussi. Ça vous permet de capter une clientèle supplémentaire par rapport à l'offre que vous avez déjà à la base. Exactement. Aujourd'hui, justement, quelles sont les perspectives pour les prochaines années? On a le sentiment que vous êtes dans ce secteur-là, hein, du sport en salle, obligé d'être en permanence en train d'innover, que le client est aussi en demande en permanence de nouveaux... le client, il est à la recherche du changement physique. Mais il y a un nouveau monde, je dirais, le monde de la performance. Donc il y a le côté esthétique, la performance. Donc, le culte du corps d'un côté, le culte de la il est toujours là, le culte du corps. Il est toujours là. Mais les réseaux sociaux ont fait que voilà, le culte du corps a pris un petit peu plus. La performance à travers les sports extrêmes et extérieurs. Donc on est en recherche de performance, donc on vient s'entraîner en salle. Donc on innove dans certains sens, comme le crossfit, cross-training, les séquences en extérieur, entraînement en plein air. Voilà, donc on innove toujours et on innove aussi dans la méthode de récupération. Donc voilà, nous on est en train d'améliorer avec des espaces dits cross-training, mais aussi un espace médicalisé. On aura une cabine cryothérapie, donc pour la régénération. La récupération. La récupération, exactement. Est-ce qu'il est facile de vivre aujourd'hui du sport? Il peut être facile, mais avec des contraintes. Quelles sont les contraintes? Les contraintes, c'est qu'il ne faut pas regarder les heures, il faut travailler voilà, sans regarder l'heure, la minute. Il faut être là pour les clients, il faut être là tous les jours. Ça, c'est nos limites. Le sport en salle connaît une évolution régulière du nombre de ses pratiquants. 5,5 millions de Français sont membres d'un club de fitness. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires global du secteur, évalué à 2,5 milliards d'euros, a enregistré une croissance de 5%. Les perspectives sont donc bonnes, comme nous l'explique Gilles Tarnier, responsable de formation au Centre du sport et de la jeunesse corse. Il faut savoir qu'en Corse, on a recensé à peu près 60 salles, 60 structures de centres de mise en forme. Il y a environ à peu près 20 000 pratiquants, un peu plus de 20 000 pratiquants. Ça représente, en taux de pénétration du fitness en Corse, en tout cas, ça représente à peu près 6%. Alors, c'est un marché qui connaît une croissance régulière et constante ces dernières années. Ça veut dire que vous proposez des formations adaptées à ce marché au fil des années ?
Alors, non seulement on propose des formations adaptées, il faut savoir que dans le marché du fitness, il y a le coaching qui s'est énormément développé ces derniers temps et de l'individualisation, je dirais, de la pratique. Et à ce titre, on essaye de personnaliser les formations dans ce champ-là et au regard des activités qui sont essentiellement pratiquées dans les centres de mise en forme. C'est-à-dire qu'en majorité, on a des cours collectifs, du coaching sportif et sur un pourcentage un peu moins important que ce qui concerne tout ce qui est musculation, plateau musculation, body fitness. Quelles sont les formations qui sont proposées aujourd'hui dans ces métiers-là ? Alors, on a un BPGEPS aujourd'hui. C'est-à-dire BPGEPS ? Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui viennent remplacer les brevets d'État, les anciens brevets d'État, dans chaque discipline, notamment dans le secteur de la forme. Au départ, c'était les métiers de la forme. C'est devenu activité hygiénique de la forme et de la force. Et aujourd'hui, c'est activité de la forme. Quels sont les résultats en termes d'insertion professionnelle pour les personnes qui passent aujourd'hui ces diplômes? Est-ce que l'on peut vivre aujourd'hui dans ce secteur? On peut en vivre. On peut en vivre. L'insertion professionnelle, on l'a évaluée avec le suivi des formés que nous avons fait à une hauteur de 80%. Quelles sont les rémunérations auxquelles on peut prétendre aujourd'hui lorsque l'on veut se destiner à ces métiers de la remise en forme, du bien-être, du fitness? Alors, au niveau de la rémunération, on est sur un SMIC horaire. Et on peut aller au-delà. C'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a des activités annexes qui sont venues se greffer. Le coaching sportif permet de complémenter le salaire. Pas que dans ce secteur. On a, je vais vous prendre un parallèle avec les activités aquatiques et la natation. Dans le même registre, on a de la surveillance de l'animation, école de natation, mais en même temps, on peut donner des cours d'aquagym et donc augmenter son salaire mensuel. Il y a possibilité aussi de travailler en tant qu'indépendant. Exactement, la possibilité de monter son auto-entreprise, la possibilité de travailler en tant qu'indépendant et donc du coup proposer ses services dans d'autres structures privées. Alors tout au long de cette émission, on a vu effectivement qu'il y a les métiers de la forme et du fitness, mais il y a aussi les métiers sport-nature. Là aussi, la Corse semble avoir énormément de potentiel. Quelles sont les perspectives de développement en la matière et quelles ont été aussi les évolutions en termes de formation et de débouchés? Alors, il faut savoir que le marché du sport nature est un marché en plein essor, mais de plus en plus demandé. Aujourd'hui, on a une formation type que l'on peut proposer et qu'on peut spécialiser dans le domaine des sports nature. C'est le BPGEPS, activité physique pour tous, que l'on peut orienter sport nature, puisque dans ce diplôme, on peut toucher à toutes les activités physiques et sportives en ce qui concerne l'initiation et la découverte. Ça signifie aujourd'hui que j'aime le sport, je suis passionné par le sport, je peux en vivre. Quels sont les écueils dans lesquels qu'il faut éviter? Une passion ne suffit peut-être pas pour en faire un métier ou pour en faire une entreprise. Un chef d'entreprise qui se lance dans cette activité, c'est d'abord un chef d'entreprise, c'est pas seulement le plaisir de faire du sport? Effectivement, la passion, c'est un fait. Après, il faut avoir aussi des compétences pédagogiques, et puis savoir transmettre aussi, c'est un autre, je dirais, un autre travail, et ça s'apprend. Voilà. Et donc là, nous, on est formés pour ça, pour pouvoir passer un message de pédagogie et de technique des activités concernées. La gestion des entreprises fait également partie de ces formations car la passion ne suffit pas. Vous retrouverez les différents métiers et filières dans une publication de l'ONICEP consacrée aux métiers du sport en Corse. L'offre du marché des salles de sport et de loisirs ne se limite pas au fitness. Des complexes privés permettent aussi à des amis de se retrouver pour des matchs de foot, du badminton ou du squash. Des anniversaires aux escape games en passant par des complexes aquatiques, d'autres types de structures investissent aussi ce marché. Maya Gradiagne et Stéphane Lapera nous font découvrir cet univers. À 2 ans et demi, elle gravit sans peine le volcan d'Escalade et se jette sans peur dans le toboggan. Sa sœur jumelle est moins téméraire. On avait déjà remarqué que Camille était très acrobate et grimpait à tout. Et du coup, là, on se rend compte qu'elle fait des jeux qui sont beaucoup plus grands qu'elle et qu'elle s'éclate. Et Sophie, elle teste. Cette famille aixoise est venue passer quelques jours en Corse.
Les parcs de ce genre, elle ne connaissait pas, c'est la pluie qui les a conduits ici. Occuper les enfants lorsque la météo est capricieuse, c'est la motivation de ses parents. Ils habitent la commune voisine et viennent 1 à 2 fois par mois. Pour passer la journée ici, ils paient une entrée de 10 € par enfant et leur consommation. C'est un budget, mais ils ne trouvent pas ça prohibitif. Pour nos enfants, on ne regarde pas forcément. C'est vrai que voilà. Et puis c'est toute la journée, c'est pas non plus excessif. C'est vrai que bon, voilà, on paye l'entrée, mais après, le prix, c'est que les enfants ils s'amusent et ça, pour nos enfants, il n'y a pas de prix. Florence Dumas a créé ce parc de jeux à Fouriagne il y a 4 ans. Derrière son comptoir, à toute heure, elle prépare des snacks sucrés et salés. Et voilà. Merci. Si vous voulez qu'ils restent, il faut quand même qu'il y ait de quoi les nourrir. Et puis ils ont soif, tous ces petits enfants, quand ils jouent. Donc il faut qu'il y ait de quoi. Et puis c'est un service supplémentaire. Ils savent qu'ils peuvent venir du matin. On a des repas et des menus enfants adaptés avec un prix quand même assez accessible, à 6 € complet avec le dessert, la boisson. Ça leur permet de pouvoir passer une journée sans se soucier du repas après. Le snack est essentiel car il représente 1/4 du chiffre d'affaires du parc. Un autre quart provient des entrées. Mais le service qui lui rapporte le plus, c'est l'organisation d'anniversaires. La moitié de son chiffre d'affaires provient de cette activité. On attend Daniel et tous ses invités, c'est le moment de souffler des bougies. Daniel fête ses 7 ans. Gâteaux, boissons, bonbons, vaisselle, mascotte et bien sûr, accès libre au parc. Un anniversaire clé en main qui a coûté 240 € pour 15 enfants. Je trouve pas que c'est cher, parce qu'on va dans une boulangerie et des fois on paye 100 € pour un gâteau. Et là, c'est vrai que les enfants, ils ont plus d'espace et qu'on puisse s'amuser. C'est ça l'avantage. De l'espace, il n'en manque pas. Entre le rez-de-chaussée et la mezzanine, le parc s'étend sur 1400 mètres carrés. Florence Dumas et son mari ont investi 800 000 € pour acheter les murs et aménager le parc avec des jeux sur mesure et une déco de pirates. Mais avant, il a fallu convaincre les banques. L'investissement était gros. On a eu de la chance parce qu'on avait les 5 ans d'expérience de notre première salle où ils ont vu qu'on était crédible, que les affaires marchaient, qu'on n'avait jamais eu d'incident de paiement et que ce qui craignait au départ, le côté un peu novateur de la chose pour la Corse, avait porté ses fruits parce qu'on avait une super bonne clientèle. Donc ils ont suivi, mais il a fallu monter des super dossiers avec des super garanties derrière et voilà. Des super dossiers, comprenez, le moins de dépenses possible. En travaillant en famille, l'entreprise économise sur les charges de personnel, mais elle réduit aussi les achats de marchandises ou les frais de communication en privilégiant le fait maison. Certains coûts, comme l'entretien des structures, restent incompressibles car les dégradations sont inévitables et le matériel onéreux, sans oublier l'investissement car pour continuer à séduire la clientèle, il faut toujours se renouveler. Vous êtes prêts? Je vous emmène dans Alcatraz. L'idée, c'est que vous devez trouver des indices, essayez de voir comment vous pouvez associer les choses entre elles. Tout s'ouvrira avec la tête. Stop! Les scapeurs veulent toujours de nouvelles aventures, alors on bosse pour eux et on écrit de nouveaux scénarios. Stéphane Morgant y a créé un escape game de 2 salles à Fouriagne il y a 1 an. Chaque fois qu'il y a une fête ou des vacances, on modifie les décors et on les fait revivre la salle sous un angle différent. Par exemple, Alcatraz, elle décline en 4 saisons. Actuellement, on est à la saison 1 et elle va évoluer dans le temps comme une série au cinéma. Un schéma avec des chiffres, ouais. Non, des lettres ou des chiffres? Des chiffres. Qui dit indice et énigme dit secret à préserver. Chaque groupe de joueurs signe donc une clause de confidentialité. Autre recommandation, ne rien casser. Mais certains se laissent parfois emporter par le jeu. Putain, oui, c'est bon. Allez, vas-y. On a quelques MacGyver, on a quelques surprises. Bon, après, c'est parfois ingénieux. Mais voilà, moi je leur précise en fait qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour s'échapper. C'est pas à eux de construire ou de déconstruire des éléments pour pouvoir y arriver. Pendant toute la partie, les joueurs sont surveillés et guidés par le Game Master. Il est en face de vous depuis le début. Eh oui. En plus de Stéphane et de sa compagne, l'entreprise compte 2 salariés en CDI. D'ici l'été 2019, ils devraient être 7. Pour mettre en place les premières salles, ils ont fait appel à des spécialistes du continent. Mais depuis, ils ont appris à se débrouiller seuls. Non, même pas de nom, attends. S,
on peut intervenir sur les différents postes de nos salles, que ce soit en électronique, en décor, en énigme et en scénario, d'où la marque déposée Scapa qui maintenant va pouvoir créer pour elle-même et pour les autres. La clé est gelée. Les escape games séduisent la clientèle locale, notamment les entreprises, qui y voient l'outil idéal pour des séances de team building, c'est-à-dire de cohésion de groupe. 695. Cactus. Dans une entreprise, il y a des gens qui ne se voient jamais, qui ne se croisent jamais. Et c'est un moment où ils vont pouvoir partager et peut-être créer des liens aussi. On propose maintenant un service dédié aux entreprises où on va sur place et on crée un escape game sur mesure. Exemple, on a créé un escape game pour un domaine vinicole dans les sous-sols, dans des vieilles caves, et on leur a fait un escape game sur mesure et ils se sont régalés. Gros œuvres, décors, système électronique, développement du scénario. En tout, une salle comme Alcatraz coûte 25 000 €. L'entreprise ne travaille qu'avec des artisans locaux avec lesquels elle conçoit des systèmes ingénieux en insistant sur la sécurité. Pour les cellules, nous avons, avec notre ferronnier, créé un système d'ouverture. À la fois, donc, pendant l'expérience, les joueurs sont enfermés, mais nous, on peut à tout moment et en cas de problème, désactiver la serrure et les scalpers peuvent sortir sans souci. J'avais déjà fait Mission Saint-Pétersbourg, voilà, donc ça m'a permis de faire la deuxième. On attend la saison 2 qui va arriver. Une nouvelle saison et une troisième salle qui ouvrira bientôt. En attendant, ces photos souvenirs pour l'équipe. Un cliché qui sera ensuite publié sur la page Facebook de l'entreprise pour attirer de nouveaux scapeurs. Ces activités répondent aussi à une volonté de découvrir la Corse autrement. Michael Pisano propose d'autres types d'échappées. Il a créé une entreprise de séjour itinérant à moto ou en buggy. Lui aussi a réussi à concilier sa passion avec son métier. Motard de haut niveau, il a participé à plusieurs rallye-raids, dont le Paris-Dakar, avant de penser à sa reconversion avec un brevet d'état moto. Quand j'ai commencé à régresser dans mon sport, à vieillir un petit peu, en 2011-2012, j'ai commencé à cogiter, à dire maintenant il faut que je passe à autre chose. Et puis j'avais vraiment envie de travailler dans ma passion, envie vraiment de travailler dans la nature. Et tout simplement, c'est venu naturellement d'abord par la moto. Et puis après, comme je sais que je ne vais pas être éternel sur la moto, j'ai voulu monter une autre activité en buggy pour être un peu plus confortable et puis pour proposer une autre activité même, que ce soit aux personnes un peu plus âgées, aux handicapés, faire découvrir la nature en Corse un peu plus facilement qu'à moto. Alors aujourd'hui, c'est quel type d'investissement pour une entreprise comme la vôtre ? Mais on a commencé par 5 machines. Il faut savoir quand même qu'une machine comme ça vaut 15 000 €. Donc on a commencé petit à petit. Maintenant, on arrive à avoir un parc de 10 machines. Et puis petit à petit, là, le nouveau parc dans lequel on a investi, on est passé à l'hybride. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Et puis, on espère 2020 passer à l'électrique. Donc c'est un investissement important au début, mais après, on a de la chance en Corse. Il fait beau, on va dire 6 mois de l'année. Et puis le tourisme se fait beaucoup en avant-saison et en après-saison. Donc on arrive quand même correctement à travailler. Quel type de produits proposez-vous aujourd'hui ? Alors on peut faire des randonnées de 5 jours, voilà, avec des groupes d'amis qui viennent de l'extérieur du continent. Donc là on leur fait visiter la Corse intégralement avec des étapes itinérantes. Mais après l'été on peut organiser des randonnées de 2 heures, demi-journée ou journée. Ça c'est pour le tourisme qui a envie de se faire plaisir, juste de passage même que de passage. Ouais. Alors votre capital, il y a naturellement les véhicules, mais c'est aussi le patrimoine naturel. Comment faire aujourd'hui pour faire cohabiter des véhicules motorisés qui ne sont pas toujours bien vus sur les pistes, les chemins? Comment ça s'organise? Alors déjà, il faut comprendre qu'on demande pas mal d'autorisations. Il y a des secteurs qui sont privés, d'autres qui appartiennent au parc naturel, d'autres à l'ONF. Donc on a de la chance, on arrive à cohabiter et à travailler ensemble toute l'année, à faire pas mal de réunions. Il y a des secteurs où on n'a vraiment pas le droit d'aller. Mais après, il y a des pistes carrossables qui sont réglementées pour ces véhicules. Donc forcément, le sport mécanique n'est pas forcément bien vu parce qu'on connaît la mode du trail, de la course à pied, de tous ces sportifs qui aiment. Mais j'essaye vraiment de respecter en pratiquant, en roulant doucement déjà, avec un casque, m'arrêter discuter avec les personnes avec qui on cohabite dans la forêt. Et j'essaye vraiment de faire comprendre qu'on n'est pas des bandits, pas des voyous,
J'essaye de sortir du cliché de la personne qui fait le fou avec un véhicule motorisé dans la nature. Parce que j'aime la nature et je pratique moi aussi le sport nature. Donc c'est pas facile, mais on va y arriver. À la fin, on va y arriver. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que cette entreprise est rentable et a encore des perspectives de développement? Oui, avec l'électrique, je pense qu'on va réussir à se développer, à changer justement, à attirer un peu plus de monde. Rentable, je vais vous dire oui et non, parce que oui, on travaille beaucoup sur 6 mois de l'année, mais après, il y a beaucoup de creux. Il y a quasiment novembre, décembre, janvier, février. Qu'est-ce que vous faites justement sur ces périodes-là? Mais après, je me suis diversifié. J'organise beaucoup de séminaires d'entreprise où je travaille beaucoup avec même les entreprises locales pour leurs employés, pour faire plaisir, pour des cadeaux à la Noël, pour des repas de fin d'année. On essaye de se diversifier comme ça. Mais c'est des moments un petit peu difficiles. Mais on va dire qu'on a de la mécanique à faire sur nos machines. Et aussi, on prépare, parce qu'il y a des réservations d'hôtels, il y a des réservations de restaurants, une organisation à mettre en place pour les années qui suivent. Ouais. Aujourd'hui, sur votre entreprise, c'est combien de personnes qui travaillent et est-ce que vous avez d'autres perspectives? Alors, à l'année, on est 2 et en saison, on est 4. Voilà, on essaye. On a 2 saisonniers qui prennent un petit peu le relais. Mais les perspectives, oui, je pense qu'il y a un secteur à développer parce que beaucoup de personnes, même les locaux, ne connaissent pas la nature et puis des fois, ils n'ont pas envie de se fatiguer à courir ou à marcher. Donc je pense qu'il y a un secteur à développer, mais après, il faut que les élus comprennent et nous rencontrent justement pour qu'ils comprennent qu'on est là pas pour tout massacrer, pas tout abîmer, qu'on sait ce qu'on fait et on sait qu'on doit respecter notre belle île. Ouais. On l'a vu, ce marché du sport et des loisirs reste attractif et plein de promesses. Les clés de la réussite résident en partie dans la multi-activité et la possibilité d'avoir plusieurs formations. Commerciale ou associative, le développement de certaines de ces entreprises est lié en partie au tourisme et à ses choix de développement. L'organisation de certains sites menacés de saturation l'été ainsi que la cohabitation entre différents types de pratiques doivent être anticipées et améliorées, c'est le rôle du politique. C'est sur ces pistes que prend fin ce dernier numéro de la 2e saison d'Économie. On se retrouve à la rentrée pour la rencontre et la découverte de nouveaux chefs d'entreprise dans des secteurs différents. Merci à celles et à ceux qui nous ont permis de réaliser ces émissions tout au long de l'année. Sportives ou plus tranquilles, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances.